Comme chaque décembre, la place de l'Indépendance fait sa mue et se met aux couleurs des fêtes de fin d'année. Des agents de la municipalité de la capitale s'activent à faire resplendir les lieux sous le regard des citoyens confortablement assis, profitant de la quiétude de cet espace pour lire, discuter ou simplement souffler en contemplant l'horizon. Dans ce havre de paix au cœur de l'urbanité dakarois, une silhouette allongée sur un banc public trouve réconfort dans les bras de Morphée. Après tout, quand la fatigue est pesante, dormir s'impose, même à la mi-journée. Partie intégrante du paysage, le sort de cet homme semble moins préoccupant que le majestueux sapin qui le côtoie. Une scène d'indifférence fréquente dans la capitale sénégalaise. Ces personnes atteintes de troubles mentaux que l'on retrouve un peu partout sur les trottoirs ou dans les rues sablonneuses vivent en marge de la société. Mais les initiatives citoyennes et associatives tentent d'apporter des solutions. Parmi ces acteurs engagés, Ibrahima Seck, président de l'association Help and Clean Mind, consacre son temps et son énergie à ces personnes en souffrance. Bénévole passionné, il intervient aussi bien pour les malades mentaux que pour les sans-abri en leur apportant une aide matérielle et un accompagnement psychologique. Une passion née d'une aventure à jamais gravée dans sa mémoire. C'est à 2017, franchement, comme vous le savez, nous on travaille dans le bâtiment en tant que dans le domaine de l'architecture. À chaque fois qu'on avait un chantier, on essaie de faire un geste, soit aider une famille, aider un malade mental, une personne mal en point. Donc c'est sur cet élan de solidarité qu'on a croisé un soir vers Malika, une personne mal en point sur la voie publique. Bon, on l'a aidé, mais Dieu a voulu ainsi qu'il est décédé en 2017. Depuis lors, on s'est fait convertir en état leur ambassadeur pour pouvoir leur donner un coup de main. Sur la voie de dégagement nord, Ibrahima rencontre Kabiné Kondé, un homme originaire de la Guinée-Conakry qui a élu domicile dans cet espace depuis 3 ans. Son maigre matelas usé et un sac contenant ses effets personnels constituent l'unique preuve de son existence. Rejeté par sa famille, Kabiné survit dans l'isolement le plus total. Ma famille m'a abandonné aussi m'ont chassé à cause de ce problème-là. C'est à cause de ça que mes parents m'ont chassé, m'ont abandonné, jusqu'à ce qu'ils ne veulent plus de moi. Le temps d'un moment, Ibrahima Seck tente de lui redonner le sourire avec des gestes simples mais chargés de bienveillance. Une poignée de main chaleureuse et des paroles apaisantes. Bien que fugaces, ces instants représentent pour Kabiné une rupture avec l'isolement qui rythme son quotidien. Cette complicité n'est pas apparue du jour au lendemain. Il a fallu à Ibrahima de nombreux passages, une écoute patiente et une compréhension sincère de la souffrance de cet homme pour instaurer une relation basée sur la confiance. Ils ont besoin de réconfort parce que la majeure partie des gens qu'on voit dans la rue, ils souhaitent bien rejoindre leur famille. À moins qu'ils subissent des violences comme vous dites, violences verbales ou violences physiques chez eux. C'est pour cela, mais en fait, ils ont besoin de réconfort, d'assurance et surtout, en fait, je peux dire, d'empathie, quoi. Les actions d'Ibrahima Seck dépassent largement les trottoirs et les bancs publics où il rencontre des âmes en errance. À Malika Montagne, un quartier niché dans la périphérie de Dakar, c'est une autre forme de détresse qu'il tente d'apaiser. Celle d'une famille brisée par les ravages des troubles neuropsychiatriques. Ici, Moussa, Ablaye et Modoumbake, 3 frères atteints d'un handicap mental, vivent dans une précarité déconcertante. Rejetés par leur père ayant abandonné le foyer à cause de leurs conditions, ils se retrouvent sous la garde de leur mère, une femme courageuse mais dépassée par les défis quotidiens. Faute de moyens, cette dernière a trouvé refuge avec ses enfants chez une tante généreuse dans une maison modeste où l'amour tente de compenser les nombreuses privations. Dans ce cadre de lutte et de résilience, Ibrahima Seck est apparu comme une bouffée d'espoir. Fidèle à son engagement, il ne s'est pas présenté les mains vides. Chargé de vêtements, il a apporté un rare moment de joie à cette famille qui en manque cruellement. Le visage de Moussa s'éclaire alors qu'il essaye l'un des vêtements apportés par le bénévole. Ému aux larmes, la tante de leur mère confie que ces gestes de générosité allègent un quotidien de privation et d'épreuves. kon nag bu yóbboo ñu sant yàlla waaw nañ sant yàlla bañ la xamee Ibrahima
bañ la xamee nañu sant yàlla waaw sonn nañu nag si suñu dund sonn nañu lool nag si suñu dund bii doom damaa bëgg nag boo leen eggee ak foo leen ko mën a parsaatee sonn nañu nag si suñu dund bii sonn nañu lool ndax balaa ngay dem marché sonn bay bëgg a dee xam nga loolu amul lu ko gën a metti nga añ kese yem si sa añ reer ba xaw laa jaaxal mu metti lool nag. Mais les difficultés sont multiples. Pour subvenir tant bien que mal aux besoins de la famille, ces dames de fer collectent et vendent des bidons en plastique, une activité qui leur rapporte 50 francs par kilogramme. Ces revenus dérisoires ne suffisent pas à assurer des repas réguliers pour tous, et encore moins à prendre en charge les soins médicaux nécessaires aux 3 frères. Abla et Modumbake, laissés à eux-mêmes, errent souvent dans le quartier, parfois victimes de moqueries ou d'exclusion. Moussa, le seul à bénéficier d'un suivi dans une structure psychiatrique, est aussi atteint d'une maladie supplémentaire. te man wéruma man diabétique laa dama am tension feebaroon na fi Ibrahima feebaroon na fi ba ma yóbbu ko fii ñu daal di koy defal test boobu moom mii ñu ne moom it dafa am diabète moom mii. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 76% et 85% des personnes atteintes de troubles mentaux graves ne bénéficient d'aucun traitement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, faute de ressources financières, d'infrastructures adaptées et de personnel spécialisé. Le Sénégal ne fait pas exception à cette réalité. Cependant, le docteur Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie, révélait qu'en 2020, plus de 86 000 malades mentaux avaient été pris en charge dans les 16 hôpitaux psychiatriques du pays. Un autre défi majeur de la santé mentale au Sénégal réside dans la pénurie de professionnels. Le pays ne compte que 43 psychiatres pour l'ensemble de sa population, soit un ratio d'un psychiatre pour environ 419 000 habitants. À Dakar, l'hôpital de Fann demeure une référence incontournable pour la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux. Créé en 1956, son service de psychiatrie est aujourd'hui placé sous la direction du professeur Aïda Silla. Je peux vous dire qu'au niveau de l'hôpital, les troubles que nous recevons le plus, ce sont les troubles de l'humeur, dans leur phase d'excitation, ce sont les troubles délirants aigus et ce sont les troubles schizophréniques que nous avons plus au niveau de nos structures de soins. Dans un contexte marqué par une demande croissante de soins psychiatriques, les moyens alloués et les capacités d'accueil peinent souvent à répondre aux besoins des patients. Alors, ces infrastructures posent un gros problème parce que, comme vous le voyez, c'est des infrastructures très vétustes, un service qui date de plus de 60 ans, qui n'est pas organisé pour recevoir le type de patients que nous avons aujourd'hui, mais aussi qui était de capacité limitée par rapport à la demande que nous recevons. Et c'est un peu la même chose au niveau des autres structures où il n'y a pas de nouvelles constructions. Parfois même, ce sont des lits prêtés dans d'autres services parce qu'il n'y a pas de service de psychiatrie, même s'il y a un psychiatre, ce qui fait que souvent, nous recevons des patients qui viennent de ces régions parce que les services d'hospitalisation n'arrivent pas à les contenir. Par exemple, un malade un tout petit peu agité va quitter une structure hospitalière régionale pour venir ici parce que les autres services ne peuvent pas tolérer autant d'agitation. Face à cette urgence, des initiatives citoyennes comme celle d'Ibrahima Seck se dressent en rempart pour pallier les carences de l'État. Les professionnels du secteur, conscients de l'ampleur du problème, reconnaissent et valorisent ces actions qui, au-delà de l'aide immédiate, sensibilisent l'opinion publique à une réalité trop souvent occultée. Alors pour moi, il s'agit de très belles initiatives qui sont à encourager et à encadrer. Parce que nous sommes un service public avec ses contraintes. C'est-à-dire, nous sommes à l'hôpital, nous attendons que des patients viennent pour poser un diagnostic, leur apporter un traitement. Alors que dans le cadre de la maladie mentale, c'est beaucoup plus complexe que cela. Vous avez des patients qui refusent leur état de malade, qui n'acceptent pas de soins, qui peuvent se retrouver dans des lieux où nous ne pouvons pas les trouver. Et je crois que ce sont des initiatives qui vont permettre de prendre soin de ces patients, de les accompagner et de les aider à arriver dans les structures pour recevoir un traitement. Les maladies mentales ne font pas de distinction de classe sociale ni de statut. Qu'elles frappent les laissés pour compte ou les figures publiques, elles imposent leur silence douloureux et souvent honteux. Cette réalité est incarnée par la prise de parole de Pape Cheikh Diallo, star bien connue du petit écran sénégalais.
Longtemps rongé par un mal intérieur qu'il a gardé secret, l'animateur a choisi de sortir de l'ombre pour briser les tabous entourant la santé mentale. À travers une tournée des médias nationaux et internationaux, son objectif est clair, ouvrir les yeux sur une problématique encore trop souvent minimisée au Sénégal. man wax nañ ma benn phrase boo xamante ni damaa jógee ci sama oto dem sama kër nelaw yeewu ndax stress sama gémmiñ jógee fii ñëw fii ma am paralysie faciale. Je peux te raconter tellement de choses yoo xamante ni je l'ai vécu ndax ay dajale ndax ay stress yu bëri ndax ay voilà j'ai vécu tout ça. dajale boobu nag baaxul boo ci mënul góorgóorlu pour am peut-être nga ménager wu nga jël break man musuma jël daaw ma jël congé daaw ma jël break ma dajale yooyu noonu yëpp nag ba mu indil ma ay hypersensibilité damaa demoon ba hypersensible boo ma nee na nga def ma jooy damaa demoon ba développer ay peur damaa demoon ba parano à un point boo xamante ni. À l'instar de Pape Cheikh Diallo, d'autres personnalités brisent également le silence et font face avec dignité à des épreuves familiales, souvent tapies dans l'ombre. Homme politique de renom ayant longuement cheminé avec Idrissa Seck, As Babacar Gueye incarne cette résilience au quotidien. Père de 4 enfants, le destin lui a confié la charge de soutenir 2 de ses fils atteints de troubles du spectre de l'autisme. C'est elle qui véritablement a eu à remarquer les premiers signes. Parce qu'à leur naissance, parce qu'ils sont 2, l'un porte le nom de mon papa et le suivant, son cadet, porte le nom du père de ma femme. Voilà, donc très très jeune, on a vu qu'ils avaient déjà un problème d'expression verbale. Donc ils n'ont pas parlé très tôt. Et on n'avait même pas décelé, on pensait que c'était des retards. Et on a eu l'effort même de les amener au niveau du jardin pour des apprentissages. Mais on a vu que ça ne passait pas, ils ne parlaient pas. Et après, on les a mis aussi dans des internats coraniques, n'est-ce pas, pour les intégrer aussi. Même chose, l'apprentissage aussi n'était pas très truc. Donc ils ne parlaient pas, problème de communication. Ils étaient aussi très agités des fois, très agités. Et il y avait aussi des gestuels d'éthique qui venaient. Ils se balançaient, voilà, le corps agité. Ils avaient aussi tendance à se dévêtir, donc enlever leurs habits, de temps en temps, enlever leurs habits. Et même l'un des 2 était des fois très agressif par rapport à la famille et par rapport à son entourage. Tandis que l'un de ses fils autistes a été placé dans un refuge privé, son deuxième enfant âgé aujourd'hui de 27 ans reste introuvable depuis maintenant 10 ans. Ils avaient tendance à sortir des fugues. Celui qui est actuellement au niveau du centre a fugué 3 fois. Et malheureusement, son grand frère, qui n'a fugué qu'une seule fois, c'était le 6 mars 2016. En ce moment-là, j'étais le coordinateur national électoral du référendum, du non. Le 20 mars, on devait faire les élections là. Le 6, il est sorti. Et jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Idrissa Babacar Gueye, autiste, qui est sorti de la maison de ses parents depuis le 6 mars 2016, n'est pas revenu. Vous voyez donc le drame dans lequel nous vivons avec dignité aussi. Face à l'insuffisance des infrastructures dédiées à la prise en charge des troubles du développement et des maladies mentales, As Babacar Gueye a choisi de se tourner vers une initiative citoyenne, le centre Dello Sicker Serigne Babacar, implanté au cœur de Rufisque. Véritable refuge pour ceux qui errent sans repère, ce centre est bien plus qu'un simple lieu d'hébergement. Considéré par son fondateur Ahmed Daf comme une maison de réinsertion, il offre non seulement un toit aux malades mentaux errants, mais également l'opportunité de retrouver leurs proches et de réintégrer progressivement leur famille dans un cadre sécurisé et bienveillant. C'est la plus petite salle de télé qui est là. D'habitude, toute la journée on est là. On passe pratiquement nos journées, certains ateliers aussi, on le fait ici. Créée en avril 2020 grâce à l'appui de Serigne Babacar Kane, ancien préfet du département de Rufisque, cette maison d'accueil offre un refuge à 17 personnes. À leur arrivée, chaque résident bénéficie d'un diagnostic psychiatrique et d'un bilan de santé complet, réalisé par des professionnels. Ce protocole indispensable marque le début d'un accompagnement où rien n'est laissé au hasard. Et depuis 2 ans pratiquement, il y a on a pris une autre procédé pour les accueillir. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un enfant, c'est d'office. On t'accueille d'office le temps de retrouver tes parents.
s'il s'agit d'une femme en état de tout ça, on t'accueille d'office. Et s'il s'agit même d'un adulte, mais en plus de la maladie, des troubles psychiatriques, il a une maladie physique, on t'amène à l'hôpital, on t'amène ici à Del aussi, le temps pour que tu puisses avoir un bon traitement, être à l'abri, le temps que tu t'établisses. Une fois établi, si tu décides, on te laisse le choix de rester ou de retourner. En parallèle, Ahmed Daf doit prendre en charge des responsabilités multiples. Assurer la restauration, couvrir les frais d'électricité et organiser par occasion des activités en plein air pour les pensionnaires. Ces initiatives pourtant essentielles exigent des moyens financiers considérables, souvent hors de portée pour ce dévoué bienfaiteur. Devant ces défis, Ahmed s'appuie sur le soutien de quelques bonnes volontés, l'aide de sa famille et surtout son propre engagement. Pour subvenir aux besoins du centre, il n'hésite pas à enfourcher sa moto et à multiplier les petits boulots, que ce soit pour effectuer des livraisons ou transporter des passagers. Toutefois, Ahmed reste humble et refuse que l'attention soit exclusivement centrée sur ses actions. Nous, notre combat, c'est pour le respect des droits de cette couche de la population. Notre combat, c'est surtout pour qu'ils puissent avoir le minimum là où ils se trouvent. Parce que comme je dis souvent, notre objectif n'a jamais été que Del aussi puisse devenir une très grande maison. Mais notre combat véritable, c'est faire en sorte que le Sénégal puisse avoir un système de santé mentale adéquat pour pouvoir soulager non seulement les familles, mais pour que n'importe quelle personne qui souffre d'un trouble de développement et ou d'un trouble psychiatrique puisse se soigner là où il se trouve et puisse avoir un accompagnement adéquat. Entre les résidents confiés par leur famille et ceux dont les proches restent introuvables, il y a les oubliés, ceux rejetés par leur propre entourage. Malgré les efforts du centre pour assurer leur réinsertion, un défi majeur persiste, la réticence de certaines familles à les reprendre, une problématique récurrente dans le secteur. Le véritable problème, c'est que même quand tu retrouves la famille te dit, bon oui, on est d'accord, on peut le prendre, mais comment on fait? Parfois, tu peux prendre un malade mental, tu l'aides, tout est fini, tu retrouves sa famille après tant d'années dans la rue. Et la famille refuse de le prendre. Déjà, je donne l'exemple de quelqu'un qui habite à Matam. Qui a un enfant qui est excité ou bien qui a des crises à la santé. Et on te dit dans ta raison, par exemple, il n'y a pas un psychiatre qui peut le consulter. Tu es obligé donc de prendre une voiture. Imagine-toi si c'est à l'aide par exemple des sapeurs-pompiers, des fois on te fait même payer. Maintenant, imagine tu loues par exemple une voiture par les transports communs, c'est très compliqué de les transporter quand ils sont vraiment enclavés. Imagine-toi de Tamba, de Matam à Dakar ou à Thiès, ou de Thiès ou de Fatick, c'est combien? Et sans parler, une fois à l'hôpital, l'attente est tellement longue, sans parler du coût du ticket et aussi de la durée du traitement. Donc même les familles, des fois, ils sont dos au mur. Et que surtout quand nous savons que le niveau de vie des Sénégalais est tout ce qui se passe. Toujours concernant la prise en charge, est-elle coûteuse? Je crois qu'elle est coûteuse. Et je pense que les soins de santé sont tous coûteux, surtout pour des patients qui n'ont pas de revenus. Et je crois que ce ne serait pas trop que nous voyions des initiatives pour que le traitement de certaines catégories de maladies mentales puisse être gratuit. Dans la société sénégalaise, la stigmatisation des personnes vivant avec un handicap ou des troubles psychologiques demeure une triste réalité, un poids qui freine considérablement leur réinsertion sociale. Quand ils sortent, par exemple, tu es dans le salon, tu es en train de regarder ta télévision, tu entends les autres enfants dire hey, « il est sorti, hey, le fou est là, il est sorti ». Alors que c'est pas ça. Voilà, donc on le taquine, etc. Et même ce qui est fondamentalement aussi difficile, c'est que nous sommes deux à mettre au monde un enfant, mais c'est la dame qui subit beaucoup plus atrocement vraiment le regard de la société. En disant oui, c'est elle qui a mis au monde. Voilà, peut-être que c'est pas une bonne femme ou bien et c'est totalement faux. C'est des clichés qui sont totalement faux. Donc la société a un regard véritablement très dur envers surtout les parents, mais plus particulièrement les mamans de ces enfants-là. À présent, on entre dans un volet assez délicat. Il s'agit de la stigmatisation et la perception sociale. Mais comment la stigmatisation autour des maladies mentales affecte-t-elle le recours aux soins dans la société sénégalaise? Alors, déjà,
vous avez plusieurs personnes qui ne veulent pas consulter en psychiatrie. Et parfois, vous pouvez voir des personnes qui vous parlent d'un membre de leur famille, qui vous le décrivent avec des signes évidents de maladie mentale, mais en vous disant, est-ce que vous pouvez juste donner quelque chose qu'on va lui donner? Parce que pour eux, c'est gênant d'être vu dans une structure de psychiatrie. Mais aussi au niveau même de la société. Vous pouvez voir des familles qui ont en leur sein un malade mental, mais qui essayent de le cacher tant bien que mal. Et c'est parfois même le voisinage qui va râler, qui va les obliger à aller chercher des soins ou bien même à les lâcher au dehors parce qu'ils ne veulent pas contenir un sujet qui est troublé dans son comportement. Dans le quartier de Tengech, Mariama, sa mère et ses 2 enfants tentent de reconstruire leur vie. Un combat d'autant plus complexe qu'il fut un temps où Mariama et sa mère souffraient de pathologies psychiatriques. Grâce au soutien de Ahmed Daf, elle se porte mieux aujourd'hui, même si la matriarche continue de suivre un traitement dont les coûts sont bien au-delà de leurs moyens. Une double peine pour Mariama qui doit non seulement gérer cette situation précaire, mais aussi affronter les préjugés persistants liés à son passé. yombul parce que ñu bari dañuy yaakaar ni maanaam fer boobu ba tey mooma dal dañuy ñëw di la indi histoire bërkaati demu ñaay moo ci mujj parce que da ngay liggéey client wan ko maanaam sa baax ñu bëgg la jàppee dof en fait parce que sénégalais yan ma yàlla jëg si ñenn ñi du mën na ñëpp ñenn ñi buñ la ëppalee daal il faut ñu mën la ko di la jàmloo yooyu noonu waaw di la def ay doo xam ne doo comprendre sax doo ko mën a sax expliquer. Jusqu'à l'heure où je parle, on a pu essayer de voir même beaucoup d'agents qui sont là. Je peux donner par exemple UCG par exemple. J'ai eu beaucoup de cas qui pouvaient travailler là-bas. Je suis allé à leur contact, on a discuté, mais c'est bon. Ils nous félicitent, ça c'est une excellente nouvelle, on voudrait bien, mais jamais. C'est quoi un problème de stigmatisation ou bien? Bon, en réalité, si on parle au Sénégal, quand les gens savent que cette personne est passée par une troupe psychiatrique, d'habitude on te dit que, comme on dit en Wolof d'habitude, douir. Utiliser l'art comme outil thérapeutique, c'est l'une des méthodes mises en place au sein du service de psychiatrie de l'hôpital principal de Dakar. À chaque biennale de Dakar, l'établissement offre une vitrine aux œuvres créées par ses patients. Dessins, graffitis, sculptures et même musique. Cette approche permettrait non seulement aux patients de s'exprimer et de se soulager, mais elle jouerait également un rôle essentiel dans leur suivi médical. La personne qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique souvent ne se sent pas bien, se sent un peu mis en marge de la société. Le fait de trouver dans cet espace un atelier coloré, avec des tableaux, des dessins, de pouvoir s'exprimer librement en écoutant de la musique, en se détendant, rien que cette partie rend l'hospitalisation plus facile. De plus, certains de nos patients deviennent des artistes, parce qu'en peignant, ils arrivent à développer une technique et souvent les thèmes qu'ils exposent, l'énergie qu'ils ont et la manière de l'exprimer marquent tous les connaisseurs et beaucoup de grands artistes d'ailleurs ont commencé leurs œuvres ou ont eu leurs plus grosses œuvres dans des ateliers d'art-thérapie. On parle de Van Gogh qui était hospitalisé en psychiatrie et qui a peint ses meilleures œuvres là-bas et d'énormément d'artistes qui sont devenus artistes justement parce qu'ils étaient en souffrance et on leur a donné l'autorisation, on leur a permis d'exprimer cette souffrance par l'art. Si le patient consent à les vendre, il arrive à vendre. Et certains font carrément des expositions. Nous avons un ancien patient dont je ne peux pas parler pour des raisons évidentes de secret médical, mais qui expose et qui est devenu très connu. Beaucoup sont devenus carrément des artistes parce qu'en peignant, en dessinant, ils ont senti cette fibre et les connaisseurs apprécient leur manière d'exprimer les choses. Les troubles neuropsychiatriques longtemps perçus sous le prisme de l'ignorance ou de la stigmatisation dans de nombreuses sociétés trouvent un écho particulier au sein des communautés religieuses. En islam, le croyant est invité à faire preuve d'humilité et de bienveillance envers ceux qui en souffrent. S'il y a des gens qui ont ce type de handicap-là, nous devons les regarder avec beaucoup de respect, respecter leur dignité, parce que justement, le handicap ne peut pas remettre en cause la dignité intrinsèque de l'être humain, comme le dit le Coran. Nous avons honoré les fils d'Adam. C'est ça que Dieu a dit. Donc, en tant que fils d'Adam, de façon intrinsèque, toute personne humaine mérite respect et sa dignité doit être respectée. Donc, le Coran dit par exemple, La tusufaha amwalakum. J'ai sauté une partie du verset. Il faut les entretenir, il faut les prendre en charge, il faut bien les habiller, il faut leur parler de façon convenable. À la question de savoir quel rôle peuvent jouer les imams et les mosquées dans cette démarche,
Martar Kanté a fait part de sa conviction que les lieux de culte peuvent devenir des espaces où la souffrance mentale est entendue, comprise et traitée avec dignité. L'enseignement, les imams doivent intégrer ces enseignements-là dans leurs sermons. Par exemple, profiter des occasions, par exemple les cérémonies familiales, les baptêmes, les mariages, pour donner des messages. Moi, je le fais souvent quand on m'appelle quelque part pour un mariage ou une cérémonie. Souvent, je prends quelques messages que je délivre là-bas, qui n'ont rien à voir avec le mariage ou bien le baptême, mais pour, n'est-ce pas, éclairer un peu l'opinion. Et aussi dans les sermons. À travers un plan stratégique 2024-2028, le Sénégal vise à réduire de 50% la prévalence des troubles mentaux et à atteindre 50% de réinsertion socio-professionnelle des personnes touchées. Pourtant, les défis restent immenses. Les initiatives locales comme celle d'Ibrahima Seck et d'Ahmed Daf, bien que louables, ne remplacent pas une réforme structurelle. Mais chaque geste de solidarité et chaque parole bienveillante dessinent une route moins solitaire. Iya,